Bonjour, bonsoir à tous, à ceux qu'on n'a pas encore vus. Merci à ceux qui sont là depuis ce matin. On va finir il reste une petite session de ce que j'ai compris de remise de trophées juste derrière. Mais en tout cas, on va finir le programme des tables rondes aujourd'hui avec cette dernière table ronde donc sur les modes de financement pour la VR. Avec moi, deux intervenants que je vais laisser se présenter. Gilles, si tu veux commencer. Oui, je vais poser. Oui, bonjour à tous. Gilles Lucato. Je suis chargé de mission, accrochez-vous, je suis chargé de mission innovation numérique à l'agence ADOC, qui est l'agence de développement économique de la région. Et donc, j'accompagne, voilà, c'est le mot, c'est comme ça qu'on dit, j'accompagne collectivement ou individuellement des projets numériques. Donc, en collectif, ça concerne, chaque chargé de mission a des filières sur lesquelles donc, il intervient. Et donc moi, c'est historiquement, dans l'ordre, c'est cybersécurité, data center, industrie créative et culturelle, numérique en santé et l'ordinateur biologique. Ça fait 5 si vous avez bien compté. Oui. Et en individuel, donc, j'accompagne des entreprises qui ont ou des porteurs de projets qui ont un projet de création de nouveaux produits ou nouveaux services innovants. Accompagner, ça veut dire quoi? Tout le monde accompagne, les CCI accompagnent, les chambres de métiers accompagnent, nous, on accompagne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va les challenger sur la partie technologique de leur projet, d'une part, et on va les aider à trouver des ressources humaines et des technologies qu'ils n'ont pas, dont ils ont besoin, auprès par exemple des laboratoires de recherche. Et au final, on va les aider à monter des dossiers de financement public. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous sur cette table ronde, voilà, sur le financement. Du coup, Alexandre Ibanez, moi je suis un acteur de la XR depuis plus de 10 ans, 2012. Vice-président du Conseil national de la XR, qui est la fédération qui rassemble toutes les associations et groupements des entreprises de XR françaises. Je suis aussi président du groupement d'intérêt économique VR Connection et président d'une société d'édition de logiciels pour une plateforme de distribution et de diffusion de contenu immersif. Et donc, on a été confronté j'ai été confronté sur l'ensemble de ces structures à la question du financement, qu'il soit privé, qu'il soit public. Et donc, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions et partager mon expérience. Et du coup, Antoine Genet, responsable d'affaires à un studio d'imagerie XR dans une grande ETI industrielle qui s'appelle Exent. On crée des applications VR, MR et de la vidéo, on fait aussi de la vidéo 3D. Bon, ben allons-y, je vais vous poser la première question de cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des principaux mécanismes de financement qu'il existe aujourd'hui, publics ou privés, pour des projets XR? On va peut-être démarrer du coup. Il y a beaucoup de dispositifs déjà qui existent aujourd'hui dans le financement public. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on est un des pays en Europe qui est le mieux financé sur sa partie publique, avec une particularité, c'est que à contrario d'outre-Atlantique où on va trouver des financements publics par de la commande, le financement public en France fonctionne beaucoup par le système de subvention. Il y a un projet qui est très certainement connu de tous, qui est le projet France 2030, qui est porté par le secrétariat général pour l'investissement, qui porte les grands investissements français pour les 10 années à venir et sur lesquels il y a des appels à projets qui sont très réguliers. Il y a 2 appels à projets sur lesquels on s'est beaucoup battu au Conseil national de la XR pour qu'ils soient publiés, que sont l'appel à projet culture immersive et métaverse, sur lequel il y a déjà eu une première vague de remise de dossiers, puis il y en a une deuxième qui est mi-novembre, donc vous pouvez encore candidater. Il y en aura très certainement une troisième par la suite, avec une dotation de 50 millions d'euros sur le sujet, et qui est à destination des TPE, PME et entreprises de l'écosystème XR. Donc ça, c'est vraiment un appel à projet dédié aux entreprises de la XR. Il y a un deuxième appel à projet qui s'appelle Brick Technologique XR. Donc là, on est vraiment sur des projets de R&D, de développement de technologies, de briques technologiques souveraines, sur lesquelles vous allez pouvoir répondre. Il y a 20 millions de dotations sur le sujet. Et c'est pareil, c'est des entreprises à taille de notre écosystème, hein, c'est-à-dire des TPE, PME+,
qui sont visés. Donc ça, c'est des appels à projets vraiment pour la XR. Et puis, donc, toujours dans le plan France 2030, il y a beaucoup d'autres dispositifs. Des appels à manifestation d'intérêt, je pense à compétences et métiers d'avenir, particulièrement, qui est un appel à projet qui est sur du long terme, donc il n'y a pas de vague de remise de dossiers, comme on peut les trouver dans les appels à projet culture immersive et métaverse ou briques technologiques XR. Donc vous pouvez poser des dossiers au fur et à mesure, comme vous le souhaitez, au fil de l'eau. Et c'est des appels à projet qui sont souvent portés par l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale, en partenariat avec des gros consortiums. Donc là, c'est réunir en général tous les acteurs d'un projet global d'innovation. Donc les universités, les régions, les départements, les acteurs privés, etc. Et là, nous, en tant qu'entrepreneurs de la XR, notre intérêt, c'est de se positionner soit comme membre du consortium pour pouvoir accompagner le projet, soit comme prestataire de ces consortiums, ils apportent beaucoup d'argent dans l'écosystème. Là, on parle d'un appel à projet qui est bien au-dessus en termes de dotation, puisque c'est 800 millions d'euros sur la dernière vague. Et donc, il y a toujours des retombées économiques, en tout cas pour notre écosystème. Ça, c'est, on va dire, les appels à projets publics très concrets sur le sujet. Et puis après, il y a des dispositifs qui sont transversaux à l'ensemble des sujets, que sont le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, la JEI, sur lequel là, c'est des dossiers à remettre sur le sujet. Après, sur ces dossiers-là, donc crédit impôt recherche, je crois que c'est 30%. Bon, il faut que ce soit de la recherche. Innovation, ça doit être 15%. C'est seulement pour certaines structures. Par contre, pour les appels à projets dont tu as parlé, donc France 2030 notamment, là on est sur des subventions, et des subventions qui peuvent aller jusqu'à combien de pourcents en termes par rapport au coût? Alors, ce qui est très intéressant, effectivement, sur les deux appels à projets qui ont été suscités au départ, là, les deux appels à projets spécifiques XR, on monte à des taux de financement de 70%, voire 80% sur des cas exceptionnels qui sont jugés d'intérêt public. Donc ça permet en fait vraiment d'avoir quasiment son projet qui est financé à 100%, puisque en général, c'est des appels à projets qu'on ne porte pas seul, qu'on porte avec des industriels, parce qu'il faut avoir une vision économique, il faut avoir un modèle économique, donc il faut pouvoir montrer qu'il y a quelque chose quand même derrière. Et donc ça veut dire qu'il y a quasiment 100% qui est financé. C'est la même chose sur les AMI compétences et métiers d'avenir qu'on va pouvoir retrouver, ou sur les AMI innovation de la forme scolaire, sur lequel on est pareil à soit entre 50 et 70% de subventions. Gilles, toi, tu es plus sur le montage des dossiers en tant que tel, alors par contre plus axé innovation, de ce que j'ai compris. C'est ça. Et donc, si on redescend d'un cran, parce qu'Alexandre il nous a présenté une grande liste là, effectivement, de financements plus nationaux, je vais dire. Oui. Il y a des financements au niveau de la région, néanmoins avec BPI aussi, parfois, et avec les ministères aussi sur certains appels en collaboration, ou, pour ce qui me concerne moi, je peux aussi vous accompagner sur des financements européens. C'est plus rare déjà, hein. Mais si on reste sur des financements régionaux, la région intervient de plusieurs façons sur des entreprises innovantes. Ça peut être, donc moi c'est plutôt la partie innovation, je vais y revenir, mais la région peut intervenir aussi au niveau haut de bilan, mais aussi au niveau export, parce qu'il n'y a pas que de la techno, hein, dans les entreprises du secteur XR, vous pouvez aussi être concerné par l'export, et le haut de bilan, parce que effectivement, si on a des projets un peu importants, et qu'on n'a pas forcément, je sais que ça fonctionne beaucoup par des producteurs, mais si on n'a pas de producteurs assez financés, peut-être qu'il faut augmenter effectivement le haut de bilan pour donner un peu plus d'assises à l'entreprise pour aller chercher des financements plus conséquents. Et donc ça se traduit par 3 directions dans l'agence ADOC. On a une direction du haut de bilan qui organise tous les ans un événement qui s'appelle Occitanie Invest. Dans cet événement, il sort à peu près 25 entreprises qui sont présentées à des investisseurs nationaux, et la moyenne, c'est à peu près 3 millions d'euros de levée de fonds. Donc ça peut être très efficace. Sur l'export, il y a donc aussi à l'agence une direction sur l'export qui peut vous amener sur des salons à l'étranger, c'est leur boulot du coup. Donc là dernièrement, il y a eu le CES, il y a le Mobile à Barcelone, il y a Slush à Helsinki, au Portugal il y en a un aussi, Web Summit au Portugal, et la direction là, de export dispose aussi de maisons de la région à l'étranger qu'on peut mobiliser pour aller se présenter. Donc à New York, à Londres, à Casablanca, à Shanghai, à Tokyo.
Donc si vous êtes intéressé, et souvent sur votre secteur, là, c'est Tokyo et Shanghai, ça peut être pas mal aussi pour aller se faire connaître. Si vous êtes intéressé, vous pouvez être accompagné, c'est ça en fait, hein, être accompagné pour ne pas se retrouver en Chine, là-bas, sans rien connaître de la législation et des us et coutumes des Chinois ou des Japonais, hein, je vous garantis. Il vaut mieux être préparé, voilà. Et donc la direction est là. Et après, donc pour revenir à ma direction qui est l'innovation, donc là on dispose j'allais dire plein, non pas plein, mais en fait il y en a bien 3 ou 4 qu'on utilise régulièrement de financement, comme le contrat innovation, le pass écologique qui a un aspect, qui a un côté numérique. Les France 2030 régionalisés, du coup, les mêmes que les nationaux, mais avec un cofinancement en région, en individuel ou en collaboratif. Et aussi, je crois, avec le coût du projet est moins important que pour les projets nationaux. Alors, c'est pas dit. Ah. On peut avoir en région, enfin, moi, si vous voulez, je vous donne un exemple, parce que ça va être vite réglé. J'ai accompagné Ubisoft pour la sortie de Beyond Gods and Evil, un truc comme ça. Ouais. Beyond Good and Evil, ouais, plutôt. Donc, c'est un projet à 100 millions d'euros, sur lequel il y avait 8 millions de R&D, d'innovation, pour la gestion des mondes illimités et tout ça, là, et le test des mondes illimités, sur lequel ils ont eu 2 millions de financement de la région. Okay. Donc, ça peut aller jusque-là. Et après, les projets... néanmoins, ça ne peut pas descendre trop bas. En général, les projets en dessous de 100 000 euros, c'est pas terrible. Et c'est pas forcément financé. Mais donc entre 100 000 euros et 8 millions, il y a la place. Hein. Donc moi, j'en ai eu Swile. Je ne sais pas s'il y en a qui ont leur carte de ticket repas Swile. Si. Voilà, ben Swile, Loïc, c'est moi qui l'ai accompagné là, de sa boîte d'avant, qui était Tids, à la création de Swile, et lui c'est pareil, il a déposé un projet à 2 millions, il a eu 1 million par exemple. Et oui. Ça peut être donc une société seule qui dépose un dossier, oui. Ou il faut forcément un consortium? Ça dépend des financements en fait, ou alors il faut le prendre à l'envers. Si vous êtes seul, il y a des financements que vous pouvez aller chercher, le contrat innovation, le France 2030 régionalisé appel à projet innovation, le FEDER, qui est un financement qui vient de l'Europe mais qui est géré par la région. Et si vous êtes plusieurs, donc en collaboratif, hein, dans le collaboratif, il y a un France 2030 régionalisé IDEMO, il s'appelle, qui permet de financer un projet où on est plusieurs. Ok. Et avec des pourcentages qui sont pas mal, hein, donc qui peuvent dépasser 50% pour le IDEMO. Pour les autres, en général, les projets individuels, ça dépasse rarement 45. Et de tête, on peut aussi coupler certains financements. Typiquement, tout ce qui est crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, ça vient en plus de ces financements-là, qui sont des appels à projets nationaux ou régionaux. J'ai la question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux cumuler le crédit d'impôt recherche avec la subvention, là, contrat innovation de la région? La réponse est oui. Alors c'est hyper facile, hein, vous allez voir, vous allez le retenir. Quand on calcule son crédit d'impôt recherche, en fait, vous déclarez vos coûts de salaire ou de prestations qui relèvent effectivement de la recherche. Et ensuite, on déduit le montant de la subvention qu'on a perçue. Et sur le reste, sur ce qui reste en fait, à financer, vous touchez effectivement les 30%. C'est super simple. Bon, après, encore la question, il faut que ça soit de la recherche. Sinon, ça passe par le crédit d'impôt innovation. Oui. Mais ça se couple aussi, crédit d'impôt innovation plus. Ou là, c'est 15%. Mais... Voilà. Si vous retenez le truc, parce que j'étais pendant longtemps, avant que les régions fusionnent, contrôleur a posteriori de crédit d'impôt recherche pour les impôts. Donc j'ai fait ce boulot. Hein. Et donc la philosophie du truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est le crédit d'impôt recherche. Ça finance des travaux que vous avez faits parce qu'un laboratoire de recherche ne l'a pas fait. C'est pour ça que vous êtes financé. Donc normalement, on va à un laboratoire de recherche, ils font des travaux, hop, on peut récupérer des technos et des résultats de recherche. Si votre problématique n'a pas été traitée par un laboratoire de recherche et que vous le faites, eh bien, vous êtes potentiellement, vous pouvez recevoir le crédit d'impôt recherche. Mais donc il faut prouver
d'abord qu'un laboratoire n'a pas déjà travaillé dessus. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Il faut se rapprocher d'un labo pour faire ça. Et en deux, il faut prouver que le niveau de votre problème est bien du niveau d'un laboratoire de recherche. Il ne s'agit pas de faire tourner un vélo avec des roues carrées, hein, parce que ça, personne n'a fait. Mais ce n'est pas du crédit impôt recherche. Vous voyez ? Mais sinon, à partir du moment où on a compris la philosophie de base, ça roule. Ok. Je vous propose d'enchaîner sur une deuxième question. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour monter ces dossiers de financement ? Alors, je pense qu'il y a, on vient de dire beaucoup de choses. Je pense que c'est pas simple à tout décortiquer. Il y a des choses qui se font très bien aujourd'hui en France. Il y a des cabinets qui accompagnent la possibilité de monter ces dossiers, qui sont rémunérés au pourcentage des subventions qui vont être faites. Là, je reprends ma casquette pragmatique d'un chef d'entreprise. Très bien tout ce qu'on vient de se dire, impossible à mettre en place pour soi dans sa boîte quand on doit faire vivre sa société. Une des bonnes solutions, celle que j'ai utilisée moi, donc là-dessus, celle qui est pragmatique, c'est d'avoir des cabinets qui s'occupent de ça. Ils vont vous dire les bonnes subventions, ils vont vous donner les bonnes informations sur le crédit impôt recherche, crédit innovation. Je suppose qu'il y a des services aussi au niveau régionaux, au niveau nationaux, qui vous permettent d'avoir le cadre et le squelette de ce qu'il faut remplir pour que ça soit pas un enfer, voire ils pré-rédigent une partie du dossier. Donc, et ils vont vous dire, c'est celui-là le meilleur pour toi, n'oublie pas, tu as moins de 25 ans, passe en JEI parce que tu payes pas tes charges sociales, là tu fais de la recherche, passe sur le CIR, là il y a un appel à projet, c'est là où il faut se renseigner. Mais voilà, moi ça serait mon conseil pratique, c'est pour pouvoir se faire une idée de quels sont les financements, quelles sont les subventions dans le millefeuille administratif, juridico-administratif français. Pas simple, il y a des gens dont c'est le métier et qui vous accompagnent en étant gratuits initialement, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés au pourcentage. Ce qui est important, c'est de se rapprocher des pouvoirs publics pour savoir quels sont les pourcentages habituels qui sont faits pour le crédit impôt recherche, pour le crédit impôt innovation ou dans les différents appels à projets. Je me permets juste une petite digression par rapport à tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de financement et on n'a pas abordé dans la première question la partie financement privé, parce que le financement public, c'est un gros sujet. On voit qu'il y a pléthore de sujets, pléthore de choses pour pouvoir se financer par le public. Comme je le disais au préalable, la France, un des pays les plus subventionnés, y compris sur nos technologies. Mais il y a du coup cette question du privé qu'on préfère tous un peu éluder. Il y a une raison derrière tout ça. Dans l'étude qu'on a fait avec le Conseil national de l'AXR, on a remarqué qu'on est un des pays, par contre, les moins bien dotés en financement privé. Je pense que c'est important de le dire. Il y a des partenaires qui sont les banques et qui ont un monopole de l'argent privé en France et qui ne font pas leur travail de la manière dont ils devraient le faire, à mon humble avis, sur le sujet du financement de l'innovation en France. Parce que avoir du financement public sur des subventions, ça donne une indication, mais avoir du financement privé, c'est une autre indication aussi pour vos investisseurs. Parce que ça veut dire que derrière, il y a un business plan qui est bien monté, qu'il y a une traction économique, que votre entreprise, elle est poussée. Alors là-dessus, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les métriques des entreprises. Alors je disais, elles ne font pas bien leur travail, ou alors les entrepreneurs ne font pas bien leur travail aussi. C'est de se dire, qu'est-ce qui est à l'intérieur de mon projet est important pour une banque, comment valoriser ce qui a été mis en place. Et donc on a des métriques maintenant qui sont un peu connues, qu'on va continuer à sortir prochainement au Conseil national de l'AXR. C'est un des dossiers qu'on a beaucoup traité sur quelles sont les informations à mettre en avant vis-à-vis d'une banque, quelles sont les informations aussi à mettre en avant vis-à-vis des investisseurs. Il y a plusieurs types d'investisseurs privés. Il y a des business angels, ça fonctionne très bien en France pour des levées de fonds, on va dire petites, entre 50 et 200 000 euros. Il y a beaucoup d'investisseurs à ce niveau-là. Beaucoup plus de difficultés, on va dire, de 1 million d'euros à 3 millions d'euros. Et au-dessus de 3 millions d'euros, on va trouver des ventures capitales, des VC, sur lesquelles là, on va réavoir un effet de levier qui va être envisageable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des gens qui sont là, des privés qui sont là, on va dire jusqu'à 200 000 euros. Vous allez trouver, si votre projet il est pertinent, qu'il est bien monté, que vous avez bien monté votre deck, vous aurez de l'argent à cet endroit-là. Il y a un gros trou après, et c'est à cet endroit-là qu'il faut être accompagné par les banques, accompagné par les appels à projets, accompagné par vos premiers investisseurs.
Et ensuite, il y a de nouveau de l'investissement privé qui existe, avec des ventures capitalistes, mais là, il y a des grosses métriques et il y a une exigence qui est beaucoup plus importante. Par rapport à ça, enfin, les questions qu'on se pose en tant qu'entreprise quand on veut se faire financer en privé, c'est souvent des questions déjà de propriété intellectuelle. Est-ce que je reste propriétaire de mon bien quand je le fais financer par des banques ou par d'autres types de fonds d'investissement? Et le deuxième, c'est aussi la question de la rentabilité. Souvent, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui arrivent en disant voilà, nous, on peut financer votre projet très bien, mais derrière, l'année d'après, je veux avoir un rendement de fou et je veux avoir 20%, 30% de rentabilité. Et je pense que je suis gentil quand je dis ces chiffres-là. Donc justement, est-ce que c'est pas ça, la peur qu'ont les entreprises privées, des petites TPE, à se faire financer par du privé? Je pense qu'il y a... c'est une question de mentalité aussi. En France, particulièrement en France, on a cette mentalité, on va dire, de gestion d'entreprise en bon père de famille, et ce qui est super positif, mais ce qui crée des problématiques dans de l'innovation pure et dure, et dans le domaine de la XR, on est obligé à un moment de prendre des risques. C'est mon opinion, c'est pas du tout un conseil, mais je pense qu'il est obligatoire à un moment de prendre des risques. Effectivement, quand on va avoir des investisseurs privés, de manière certaine, on va perdre un pourcentage de notre capital. Mais si pour pouvoir développer ma brique technologique qui va créer un produit, j'ai besoin de me libérer de 30, 40, 50, 60% de mon capital, c'est mieux d'avoir 40% d'une entreprise qui vaut 10 millions, 100 millions d'euros que d'avoir 100% d'une entreprise qui vaut rien ou qui vaut 1 million d'euros. Donc c'est toujours quelle est la taille du gâteau? Est-ce que la prise de participation d'un privé va me permettre d'avoir un gâteau qui va grossir et mes parts vont valoir plus d'argent? À quel moment le faire? C'est la question de la propriété intellectuelle. À quel moment aussi je suis indispensable à l'intérieur de mon entreprise? Est-ce que j'ai déposé des brevets? Est-ce que j'ai une relation avec la communauté de mon écosystème? Est-ce que j'ai des relations avec les pouvoirs publics? Est-ce que tout ça, ça a été construit en amont, ce qui me permet d'avoir une place qui ne me permettra pas à des actionnaires de m'éjecter de ma propre société une fois qu'elle sera devenue rentable? Ça, je pense que c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser. À quel moment je le fais? Et puis, quelles sont les personnes avec qui je vais donner du capital, parce que des business angels, il y a des gens très bien, la plupart du temps, sur ces petits financements, on va dire ces tours préliminaires, pré-seed, on appelle ça comme ça, où on va trouver des gens qui ont des entrepreneurs comme vous et moi, qui eux aussi ont eu la chance d'avoir des business angels qui ont mis de l'argent au départ et qui sont plutôt bien intentionnés. Ici, dès que vous avez des gens qui veulent mettre de l'argent, n'hésitez pas à leur poser la question dans quelles entreprises vous avez déjà investi. Et appeler les gens, comme dans un recrutement. C'est un mariage d'avoir des investisseurs. On n'hésite pas, moi quand je recrute quelqu'un, j'hésite pas à appeler les anciens patrons pour savoir comment ça se passait dans l'ancienne boîte. Et là, de la même manière, avec des investisseurs, les business angels, de dire comment ça s'est passé les relations avec vos investisseurs, est-ce qu'ils vous ont soutenu dans les moments difficiles, etc. Et je pense que c'est important de prendre le temps de faire ce travail-là. Dernière chose qui est importante, c'est quand vous perdez des parts, ça ne veut pas dire que vous perdez le pouvoir à l'intérieur de votre entreprise. Il y a des choses qui sont hyper importantes à savoir et que j'aurais aimé savoir avant de le faire. C'est que c'est pas parce qu'on a moins de 50% de sa société qu'on a moins de 50% des droits de vote. Et il y a des droits de vote préférentiels pour les fondateurs qui peuvent être mis en place. Il y a la BPI a des pactes d'actionnaires. C'est le contrat qui définit la relation entre vous et vos actionnaires. Il y a des pactes d'actionnaires qui sont conventionnels, qui paraissent justes et qui vous permettent de garder plus de 50% du droit de vote dans votre entreprise, c'est-à-dire d'être libre de faire ce que vous voulez, mais en étant minoritaire parce que vous aviez besoin de 1, 2, 3 millions d'euros et que votre société à ce moment-là ne les valait pas. Donc c'est toujours pareil, c'est un bon curseur à mettre au bon endroit, bien être conseillé, pas hésiter à poser les questions qu'il faut aux gens, à aller voir ce qui a été fait par ces gens-là ailleurs et demander aux entrepreneurs. Je pense que c'est la meilleure des solutions. En tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui. Gilles, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou sinon on peut passer aux questions du public. Oui, juste une info par rapport à ce que disait Alexandre. Moi, je vais vous donner le même conseil. Il y a des consultants, des entreprises qui peuvent vous aider à monter des dossiers. Donc vous pouvez aller les voir. Eux, de toute façon, ils viennent nous voir à nous. Parce que nous, si vous voulez, on est en contact direct avec les financeurs et s'il y a des changements, des modifications, une façon de penser qui va changer sur un financement, on va le savoir. Et donc, en général, les consultants, ils nous demandent avant, j'ai tel type de projet, est-ce que ça peut passer dans ce genre de financement? Et donc, on leur dit oui, non, ou si c'est bon, quoi. Mais en général, ils viennent nous voir. Et si vous voulez venir nous voir en direct, vous pouvez le faire aussi, c'est gratuit. Mais si vous venez tous là, je ne vais pas pouvoir.
D'accord, c'est juste ça. Hein. Donc si vous avez un consultant qui sait le faire, voyez avec le consultant. S'il a des questions, j'y répondrai. Si vous êtes un ou deux à venir me voir, ok. Au-delà, ça sera compliqué. Allons-y, qui se lance? Est-ce que quelqu'un a des questions? J'arrive. Bonjour et merci pour cette présentation. Je voulais savoir s'il y avait différentes temporalités pour faire une demande de financement, s'il y avait des étapes précises lors de la création d'un projet, s'il fallait d'abord faire un POC, si ça devait être dans la conception. Voilà. Ça va dépendre du type de financement que vous allez chercher. Il y a des financements qu'il faut faire au tout début, les BPI prêt booster. Vous mettez 10 000 euros, ils mettent directement 10 000 euros en plus. Il y a des choses qui sont à faire au tout démarrage. Il y a des choses qui sont à faire tout au long du cycle de vie. Il y a des choses à pas oublier. Pareil, là, pro tips de mon expérience, vous faites une levée de fonds, il faut faire un financement bancaire en même temps. Voilà, parce qu'à ce moment-là, votre banque, elle va vous suivre. Vous avez de l'argent, la banque vous aidera. Vous n'avez pas d'argent, elle ne vous aidera pas. Donc à chaque fois que vous levez de l'argent, tout de suite faire un effet de levier avec du financement bancaire, faut y penser. Parce qu'une fois qu'on a dépassé 6 mois après la levée de fonds, le financement bancaire qui est fait en corrélation avec le financement privé n'est plus pris en compte, ni par la BPI, ni par la banque. Donc voilà, c'est toujours être... Et je reviens toujours à ce conseil-là qui pour moi est le plus important, c'est dans le financement, il faut être accompagné, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à chaque étape se renseigner, parce que c'est de l'argent gratuit, facile, à des instants particuliers, mais il faut y penser, parce qu'une fois qu'on a raté l'étape, on n'est plus dans les 6 premiers mois de la création de l'entreprise, on n'a plus le droit à telle chose. On n'est plus dans les 6 mois après une levée de fonds, on n'a plus le droit à telle chose, etc. etc. Oui, je voudrais compléter, parce que vous n'avez pas effectivement à regarder « Oh, je suis à 4 mois, à quoi j'ai droit ?» machin. Si vous créez une entreprise, pendant les 3 premières années, vous pouvez être accompagné par un incubateur ou une pépinière d'entreprise. Ça s'appelle le réseau IP+. Et eux, ils savent faire ça. Donc eux, ils vous diront, là, il faut que tu ailles là. Il faut que tu ailles à Créalia. Il faut que tu demandes une BFT. Il faut que tu ailles voir Adoc pour avoir un financement. Il faut que tu fasses ci ou tu fasses ça. Eux, c'est leur job. D'accord ? Donc vous n'avez pas besoin quand même de vous préoccuper tous les 4 matins. Hein. Mais si vous êtes accompagné, ça va bien se passer, c'est sûr. Hein ? À Toulouse, il y a Nubo, je sais. Après, je ne sais pas trop, parce que moi je suis de Montpellier, je suis désolé. À Montpellier, on en a 12 d'incubateurs de pépinières. On en a ici, je sais pas aussi. trop. Oui, mais je ne les connais pas. Donc, voilà. Et ils sont sur réseau, il y a une page du site de Haddock sur réseau IP+, donc le réseau des incubateurs et des pépinières, où il y a la carte et la liste. Donc, sur les dossiers de financement type appel à projet dont on a parlé au début, d'habitude ils précisent le niveau de TRL aussi attendu du projet, il y a une fourchette. Et en effet, les cabinets ils sont au courant de tout ça, donc c'est eux qui vous accompagneront le mieux. Est-ce que vous avez une autre question? J'arrive aussi. Merci. Donc c'est une question plus en rapport avec l'appel à projet France 2030 qui donc cible les PME, PMI. Je ne sais pas si on en a évoqué, mais il y a effectivement un seuil d'1 million d'euros pour se lancer dans un projet de financement. J'ai un peu l'impression qu'on est nombreux dans l'écosystème XR en France à avoir des entreprises qui ne vont pas pouvoir atteindre ce seuil-là en fait, et qu'à travers ça, il faut plutôt se regrouper en consortium. Mais on a beaucoup de demandes de personnes qui cherchent des financements et faire développer des solutions, que ce soit en XR ou autre, qui sont plutôt des développements qui coûteraient entre 10 et 200 000 euros maximum. Et comment est-ce on a un peu l'impression que l'argent il est pour les gros acteurs et pas pour les boîtes finalement ou les projets, les porteurs de projets qui sont pas dans ces sphères-là en fait du million d'euros qui est quand même assez élevé en termes tu parlais de prise de risque tout à fait, mais à partir dans un projet de R&D où il y a donc c'est pas l'entreprise ne va pas recevoir ou le groupement ne va pas recevoir 1 million d'euros en financement, il va y avoir par exemple 50% qui va être aussi investi. C'est des gros risques, ouais. Donc après on a chacun des styles différents d'entreprise, mais
Moi, en tout cas, de notre point de vue d'entreprise d'une quinzaine de collaborateurs, on se sent un peu exclu finalement du procédé, quoi. Je vais. Oui, juste une réponse vraie. Dans ce que vous dites là, vous dites on a l'impression qu'on a beaucoup d'argent, que si on est gros, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que la plupart des aides que moi je traite, elles sont toujours. Il y a un critère qui s'appelle les fonds propres. C'est un critère européen. Et donc les fonds propres, c'est les capitaux propres que vous avez en haut du passif du bilan, là, plus des comptes courants d'associés. Donc, si vous avez créé votre entreprise, elle démarre avec un capital de 10 000 et 5 000 euros de compte courant d'associés que vous avez mis en plus, ça fait 15 000, vous avez droit à 15 000 euros d'aide. Et point, d'aide publique. Hein. Mais si vous avez mis 200 000 euros de capital à la création de votre entreprise, vous avez droit à 200 000 euros d'aide. Alors, c'est vrai, si on est riche, on est plus financé. Juste, je vais me permettre de juste culture immersive, métaverse et briques technologiques XR, on s'est battu pour que cette contrainte-là européenne saute. Donc il n'y a plus d'obligation de capitaux propres. Donc c'est une réalité, mais pas sur ces appels à projets-là. Spécifiquement parce que notre écosystème, il est composé de PME, de PMI, même de TPE. Donc ça permet déjà de ne plus avoir la problématique des capitaux propres. Il y a un deuxième sujet qui est, on se sent exclu, c'est aussi quelle est l'intention des pouvoirs publics au moment où ils obligent les entreprises à faire un projet à plus d'1 million d'euros. On va dire qu'aujourd'hui, comme je le disais, la France, il ne faut pas l'oublier, c'est un des pays où il y a le plus de subventions sur l'innovation. Les crédits impôt recherche, on en a déjà mentionné beaucoup. Et sur la partie création, on a le CNC qui finance tout type de projet, à partir de 5 000 euros jusqu'à 200, 300 000 euros. L'objectif sur ces projets-là, c'était de se dire on a besoin aujourd'hui d'arrêter, entre guillemets, de faire de l'essaimage et de pousser ces PME, PMI à se rassembler, c'est clairement l'objectif, de se mettre à plusieurs sur ces appels à projets et de porter un projet qui a une importance et qui va nous permettre de nous positionner comme des leaders mondiaux, européens, sur notre écosystème. Donc il y a d'autres dispositifs, pléthore, on en a mentionné plein, qui permettent d'aller sur des projets plus petits. L'objectif de ces deux appels à projets-là, clairement, il est d'obliger l'écosystème à se rassembler. Il y aura une phase de consolidation et de concentration dans notre écosystème. Si on n'en est pas conscient qu'à un moment, il y a des grosses entreprises qui vont réussir à faire des levées de fonds, qui vont racheter les autres, je pense qu'on se trompe. Je pense que c'est aussi une mauvaise vision de la chose parce qu'il y aura un marché des entreprises XR. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché des entreprises XR. C'est une des problématiques. Votre entreprise, elle va mal, elle tombe en désuétude, vous fermez, vous êtes en liquidation, il n'y a même pas de valeur à la fin. C'est terrible pour les entrepreneurs qui ont investi dedans ou pour les investisseurs qui ont investi dedans. Il faut à un moment qu'il y ait des entreprises qui prennent le pas sur ce marché-là, X ou Y, l'une ou l'autre. Mais ce qui est important, c'est qu'ils prennent... Pardon. Fini, je sais pas, c'est fini. Phrase. Donc, qui prennent le pas. Et donc, ces appels à projets-là, ils sont là pour ça. Monter des consortiums, que des entrepreneurs se connaissent entre eux, fassent des projets ensemble et qu'il y ait pourquoi pas un fonds d'investissement qui dise « Ok, les gars, très bien, tous ensemble, là, vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va pouvoir mettre 20 millions d'euros dans votre boîte et l'État va mettre 15 millions derrière. » C'est un peu ça qu'ils essayent de mettre en place et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Allez, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde.